Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer nos explorations de cheminée sur la voie. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter un peu plus sur la lettre 8, puisque la dernière fois, on a été tellement bavard que on avait la lettre 7 et 8 au programme, mais en fait, on n'est pas allé plus loin que la 7. Donc c'était la thématique du dialogue. Et mon idée était que la lettre 8, en fait, s'inscrivait très bien dans la thématique du dialogue, puisque c'est le dialogue surtout avec la nature. Pour moi, tout mon cheminement, on va dire existentiel même, peut se résumer un peu dans une voie une quête d'harmonie ou de paix, à travers le dialogue avec les autres, soi-même, la nature et au-delà. Et donc on a décidé la dernière fois que on allait prendre un peu plus de temps là pour vraiment parler du côté dialogue avec la nature, contemplation avec la nature, et puis les liens qui sont faits dans beaucoup de traditions en fait entre le microcosme et le macrocosme. C'est cette idée que tout ce qu'on a à l'extérieur de nous est aussi quelque part contenu en nous. Alors comme d'habitude, je vais partager avec vous quelques petits ouvrages qui pourraient vous intéresser. Alors on a tout d'abord, c'est une belle photo, donc je voulais vous la montrer. Vous voyez, là vous avez le système des chakras. Vous voyez, il y a les 5 chakras, les 5 premiers chakras, puis vous avez la conscience et puis Sahasrara chakra. Et en fait, les 5 premiers chakras sont liés en fait aux 5 éléments. Et j'aime beaucoup en fait ce dessin, parce qu'il vous montre, vous voyez, en bas, c'est la terre, puis après vous avez l'eau, vous avez le feu, vous avez l'air, vous avez l'espace. Donc c'est une belle manière, je trouve, de représenter en fait l'être humain avec ses donc les Pancha Mahabhuta, les 5 éléments qui le constituent. Et j'aime tellement ce dessin, je l'ai même mis chez moi, il est accroché. Donc ça c'est donc une représentation, on va dire, des éléments en nous. Et puis par rapport à notre pratique de Tai Chi et de Qigong, il y a une représentation qui est très 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 importante et très très connue. C'est le Neijitu, qui est en fait c'est la carte de notre corps, de l'interne de notre corps. Vous voyez, ça ressemble à une montagne, mais en fait vous avez les Tantien, vous avez tous les différents éléments en fait de notre travail. Alors attendez, je vais vous le montrer parce que je l'ai en plus beau. Hop. Voilà, regardez. Donc je l'ai accroché chez moi. Donc c'est le corps comme microcosme. Et l'exploration de votre corps et le pèlerinage que vous faites à l'intérieur de votre corps, c'est en fait ce qui va vous permettre de vous découvrir. Et quand vous êtes dans les montagnes comme à Bhutan, sans que je sois vraiment un grand spécialiste là-dessus, mais les temples qui ont été construits là-bas n'ont pas été complètement construits au hasard non plus. Donc vous avez un peu cette impression que votre pèlerinage, là les jeudis que je faisais dans les montagnes, ça vous renvoie aussi un peu à vos explorations internes. Donc si ça vous intéresse, vous connaissez Catherine Despeux, c'est elle qui a écrit le premier livre peut-être vraiment de référence sur le Tai Chi en France. Et donc elle a tout un livre, donc ça s'appelle Taoïsme et connaissance de soi, la carte de la culture de la perfection. Donc en fait tout le livre explore et explique un peu cette carte, cette carte interne. Après vous avez 3 autres livres que j'ai trouvé assez intéressants. Il y en a une. La nature, c'est les rythmes de la nature qu'ont fait tous les êtres humains. Il y a les éléments, il y a ce qui nous entoure, il y a les étoiles. Donc il y a un très très chouette petit livre, c'est une histoire illustrée de l'astrologie.
qui montre un peu comment les êtres humains, à travers les cultures, les Mayas, les Égyptiens, les Grecs, les Arabes, se sont intéressés en fait au ciel, hein, comment ils ont regardé les étoiles et comment ils ont observé les étoiles pour comprendre en fait un peu les rythmes, hein, qui nous marquent et comment on s'inscrit là-dedans. Et après sur les arbres, oui, aujourd'hui, alors ça, c'est pas des choses qui sont dans la lettre, mais je dis, comme on peut pas parler de la nature, j'ai pas pu m'empêcher. C'est je trouve les livres, c'est quelque chose de magnifique, et donc quand il y en a des intéressants, je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous. Alors celui-là, vous avez certainement entendu parler, je crois il a fait pas mal de bruit, un certain La vie secrète des arbres. C'est sorti, je sais pas, il y a 2 ou 3 ans. Alors, il y a la petite version, et puis il y a la belle version, vous voyez, avec des magnifiques photos, hein, sur les arbres, et qui vous fait prendre conscience en fait de toute la société qu'est en fait une forêt, hein, de comment les arbres, ils ne sont pas tous pareils, il y a ceux qui aiment être en groupe, il y a ceux qui aiment être tout seuls, il y a toutes sortes d'échanges, etc. Donc c'est toute une ouverture qui me paraît extrêmement intéressante, et qui pour nous est extrêmement intéressante, puisqu'on pratique même l'arbre, hein, et puis on le pratique parfois entre les arbres. Et donc ça nous renvoie à toute la tradition aussi que vous retrouvez dans toutes les cultures de l'arbre de la vie. Et donc là, pareil, vous avez, donc c'est une collection, c'est la Thames and Hudson, collection de, je ne sais plus comment ils appellent exactement la collection, mais c'est une collection magnifique en fait sur plein de thématiques différentes, toujours illustrées. Oui, donc là c'est sur la thématique de l'arbre de la vie dans toutes les différentes cultures en fait du monde. Et ils ont en fait des ouvrages aussi sur la danse, sur la géométrie sacrée, sur la mère nature. Enfin, et c'est extraordinaire parce que vous n'avez pas uniquement le texte, mais c'est tellement bien illustré que ça vous permet de plonger en fait à l'intérieur de ces mondes. Et là, certains d'entre vous en ont un. Les jardins, l'art des jardins. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque le jardin, il est entre deux mondes. Hein, c'est la nature, mais en même temps, c'est la nature entre guillemets civilisée, domestiquée, hein, par l'être humain. Et alors ce livre-là, c'est Jardin spirituel. Il s'intéresse en fait à la beauté des différents jardins et des jardins comme lieux spirituels. Hein, quand vous pensez aux jardins dans les monastères occidentaux, quand vous pensez aux jardins zen, hein, tout ça c'est des jardins qui sont tous très 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 différents, mais qui sont tous en fait des lieux de contemplation et des lieux qui, à travers en fait la contemplation d'une nature extérieure, nous renvoient en fait à notre nature intérieure. Et puis pour terminer, il y a ce livre-là que j'aime beaucoup, c'est de David Suzuki, The Sacred Balance. C'est un ouvrage donc plus scientifique, on va dire, sur l'environnement, mais qui reprend la trame des éléments. Hein, donc vous avez par exemple le premier chapitre, c'est Homo sapiens, born of the earth. Donc Homo sapiens, né de la terre. Puis après, vous avez The Breath of All Green Things, le souffle de toutes les choses vertes, hein, donc des plantes. Et après, vous avez les océans qui coulent à travers nos veines. Hein, donc en fait, toute la trame du livre, donc à la base, c'est un ouvrage, on va dire, sur l'environnement, et plus d'une perspective scientifique, mais il lie en fait explicitement son exposé aux 5 éléments. Et puis, je vous ai envoyé à un certain moment toute la collection, hein, des revues interculture, hein, que vous pouvez télécharger en version PDF sur Internet. Et il y a un numéro qui s'appelle Écosophie et civilisation. Hein, donc écosophie, la sagesse, on va dire, de la nature. Et civilisation, Silva, c'est la forêt. Hein, donc civilisation, c'est la cité. Hein, c'est la civilisation de la cité. Et puis là, oui, mais il y a tous ces peuples aussi qui habitent dans la forêt.
Et donc, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette approche différente? Et les deux derniers, donc c'est juste pour ouvrir l'idée, c'est dire, bon là, on parle plus par rapport à notre pratique, par rapport au Qigong, par rapport au yoga, par rapport à se connaître soi-même. Mais notre environnement, malheureusement, surtout pour les jeunes de nos jours, il est très très clair que la conscience devient de plus en plus forte sur le fait que on le détruit. Et que donc notre environnement externe, on a toute une responsabilité, et puis il faut redéfinir notre relation qu'on a avec lui. Donc ça a des implications donc aussi économiques, politiques, juridiques et sociales. Et voilà, donc à un certain moment, quand j'étais à l'université, on avait fait ce gros bouquin, Traduire nos responsabilités planétaires, recomposer nos paysages juridiques. C'était l'idée, oui, comment est-ce qu'on traduit nos responsabilités par rapport à notre manière d'agir, et comment par rapport à ça, donc on transforme pas uniquement nos paysages physiques, mais nos paysages mentaux, hein, nos paysages juridiques. Ça, c'est le plus gros bouquin que j'ai jamais coordonné. Hein. Il fait genre 750 pages. Mais donc c'était vraiment les différents piliers en fait, du développement durable, et le côté économique, social, et puis le côté environnemental. Et le dernier, donc on avait fait un autre travail, j'avais organisé une conférence à Pondichéry, c'était sur les enjeux fonciers et environnementaux, et donc dans des dialogues surtout entre l'Afrique et l'Inde. Et donc mon rêve aurait été en fait d'avoir un dialogue qui rentre aussi vraiment dans les différentes visions du monde par rapport à la nature indien et africain. On n'a pas allé tout à fait aussi loin que ce que j'avais espéré. Mais voilà, donc pourquoi je vous donne juste aussi cette petite ouverture-là, c'est de dire tout le travail qu'on peut faire, qui est de nous centrer nous-mêmes, etc. Mais n'oublions jamais, on est lié aussi au côté naturel autour de nous. Mais en même temps, on vit aussi en société, donc les choix qu'on fait individuellement sont bien, mais il faut aussi que collectivement, on fasse des choix, et si possible, des choix responsables. Voilà. Alors là, j'ai déjà un peu beaucoup parlé. Et donc, par rapport donc, à la lettre, et puis peut-être aussi, vous avez regardé pour certains, j'ai renvoyé la vidéo de quand on avait un peu contemplé la nature sur le catamaran avec certains d'entre vous, et où j'ai parlé de Adjé. Vous avez rencontré Adjé Rastogi quand il est venu en France, et donc qui a lancé cette contemplation pour la fondation pour la contemplation de la nature, et dans laquelle en fait l'idée c'est d'une part comment est-ce qu'on arrive à se calmer en contemplant la nature, parce qu'il a remarqué que dès qu'il allait dans les montagnes, etc., on ne fait rien de particulier, mais rien que la présence de la nature a un effet apaisant, nourrissant. Et en même temps, cette contemplation de la nature, quelque part, elle nous renvoie à notre nature interne. Donc en fait, c'est une manière naturelle de nous rendre plus contemplatifs et de nous ouvrir à la méditation. Parce qu'il me disait, il est indien, donc on parle beaucoup de méditation, mais c'est très difficile, on en parle, mais quand tu veux le faire, ton esprit, on n'y arrive pas. Et donc son travail environnementaliste l'a mené à beaucoup se promener dans les montagnes, et c'est là qu'il s'est dit, mais en fait, pourquoi pas suivre la voie naturelle et laisser justement la contemplation de la nature nous ramener aussi à notre propre nature. Et par rapport à ça, sentir aussi le lien entre les deux, et donc sentir aussi un peu un sentiment d'harmonie et de responsabilité dans notre être au monde. Alors il y a Monica qui nous a rejoint, je ne la vois pas, mais j'espère qu'elle nous entend. Tu nous entends, Monica? Non. Ah oui. Ah voilà. Écoutez-moi. Ah bonjour. Non. Donc je vous présente pour que vous soyez pour que vous soyez pas étonnés. Donc c'est une de mes grandes amies de République tchèque, qui fait aussi le tai chi avec François. Bonjour. Voilà. Donc ça fait plaisir de t'accueillir. Voilà. Alors, donc dites-moi, par rapport à la lettre et par rapport à ce que on a commencé à discuter la dernière fois, donc quelles sont les choses qui vous interpellent ou qui vous intéressent plus particulièrement? Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, tout m'intéresse dans la contemplation de la nature ou dans la nature, mais si on l'associe au tai chi, c'est ça, par rapport à la c'est
on ressent une connexion quand même. À la base, on doit se connecter à soi-même. Quand tu dis, par exemple, tu vois, dans les arts internes, souvent on commence par développer le corps physique afin que le Jing essence puisse nourrir le Qi, ensuite le Qi nourrir en maîtrisant les émotions, le cerveau. Donc tout ça, c'est en rapport avec la nature. Obligatoirement, quand tu pratiques, obligatoirement, tu es obligé d'être en connexion avec... pour les Chinois, c'est extrêmement explicite. Dans le sens que vous avez les 5 éléments chinois, c'est pas les mêmes que les 5 éléments occidentaux ou indiens. En Occident ou en Inde, on a la terre, l'eau, le feu, l'air. Les Indiens parlent de Akasha, on va dire l'espace. Et puis les Occidentaux, parfois on ne parle pas du 5e ou parfois on dit l'éther. Enfin voilà. Parfois on est sur 4, parfois on est sur 5. Mais c'est ces éléments-là. Pour les Chinois, les éléments, c'est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, et souvent, on traduit par élément, mais j'ai vu dans pas mal de traductions, ils disent il faudrait peut-être plus traduire par processus, par dynamique. Et dans le système chinois, puisque là, la question, elle est par rapport au tai chi, ben, les 5 éléments sont explicitement liés aux 5 organes. La rate, le foie, les reins, le cœur, les poumons. Et le plus important, ben, le cœur c'est le feu, les reins c'est l'eau. Ça c'est les peut-être plus importants. Et tous les organes sont aussi porteurs de différentes, on va dire, esprits. Il y a les hum et les po, enfin, on va dire les esprits qui vous constituent. Et ils sont liés donc aussi, les organes, à différents aspects de vous-même. L'anxiété, si je me rappelle bien, c'est dans les poumons. Donc vous avez les différents organes qui sont liés à différents états en tant que tels. Donc dans une perspective taoïste, quand vous êtes en train de pratiquer, n'oubliez jamais que vous êtes toujours quelque part un miroir du tout. Donc autant il y a à l'extérieur de vous, il y a l'eau qui interagit avec le soleil et puis la terre, et puis enfin, tout ça, ça fait une harmonie, puis ça fonctionne d'une certaine manière. Ben, à l'intérieur de vous-même, c'est la même chose. Donc quand vous avez là, par exemple, c'est cette très très belle représentation de notre nature interne, ben, vous voyez, notre nature interne, elle est représentée comme une montagne, comme un paysage en fait externe. Donc en fait, quand on parle aussi de Jing, Qi, Shen, une image qu'on donne très souvent, c'est un peu, Jing, c'est comme si c'est solide, c'est la glace. Et puis après, quand vous commencez à le faire fondre, ça c'est l'eau. Et puis après, c'est la vapeur. Et puis après, ça se dissout dans l'espace. Donc tout le travail en fait d'alchimie interne, il fait explicitement référence aux éléments. Et donc quand vous travaillez dans la nature, bon, ça, la plupart, on sent, quand c'est un bel endroit et puis ça nourrit. Rien que, même si vous allez juste vous promener, déjà ça vous nourrit. Si vous faites votre qigong, vous pratiquez votre tai chi dans la nature, c'est extraordinaire comment ça vous nourrit. Et après, petit à petit, c'est d'apprendre à s'harmoniser et à nouveau de comprendre quelles sont les différentes énergies. Il y a certains endroits qui vont vous énergiser, il y a d'autres endroits qui vont vous apaiser, il y a d'autres endroits qui vont vous mettre même mal à l'aise. Donc là aussi, comprendre quelles sont les énergies des lieux. Il y a en Chine, ça c'est devenu très à la mode à un certain moment en Occident, le Feng Shui. Feng c'est le vent, Shui c'est l'eau. Mais c'est l'art de comprendre les énergies d'un lieu donné. Mais même si vous n'avez pas étudié ça, vous le ressentez. Vous sentez des lieux dans lesquels vous êtes bien, vous sentez des lieux dans lesquels vous n'êtes pas bien, vous sentez des lieux où vous serez plus porté à la contemplation, vous sentez des lieux où vous êtes plus tiré vers l'activité. Et en même temps, quand on fait un peu cette découverte des lieux externes, on se rend compte, mais à l'intérieur de nous aussi, on a ces différents lieux, ils existent. Même si je suis chez moi, là, dans ma petite chambre, j'ai différents états. C'est comme des lieux.
je peux aller les explorer. Et dans certaines techniques de, je sais pas, de sophrologie, parfois c'est utilisé, même on dit visualiser, vous êtes sur une plage, vous êtes dans une forêt, ou vous êtes dans... Voilà. Donc en fait, on utilise parfois même ces images pour nous mener en fait, dans un certain état intérieur. Donc pour dire, oui, donc le travail sur soi-même, c'est vrai que on porte attention sur soi-même, mais plus on va pratiquer, si on a la chance surtout de pratiquer à l'extérieur, mais petit à petit on va commencer à se rendre compte qu'il y a des liens, hein, qu'on n'est pas dissocié, et que surtout votre corps, n'oubliez jamais, vous êtes un bout de terre, conscient, mais vous n'êtes pas abstrait de la terre. J'avais un ami à un certain moment qui était très... faisait attention à sa santé, et puis il faisait de la muscu, puis alors il mangeait plein de petites pilules comme ça avec des compléments alimentaires, de vitamines ceci, de vitamines cela, de machin, enfin voilà. Et donc pour lui il était très naturel justement, parce que voilà, il faisait attention à lui-même. Et puis à un certain moment on allait courir dans la forêt, et puis il y avait des fraises des bois. Je dis ah c'est génial, on va manger les fraises des bois. Ben, il les a pas touchées, hein. Je dis attends, mais il dit ah non, mais je sais pas, là dans la nature, là comme ça, tu sais pas ce qui s'est passé avec ces fraises de bois. Et je dis bon bah ok, bah si tu veux pas, mais je dis mais quand même tu manges les pommes quand même, enfin quand tu as des fruits sur un arbre, enfin tu manges aussi le fruit. Et, ah non moi jamais, moi uniquement quand c'est supermarché bien emballé en plastique, etc. Moi il faut que ça soit hygiénique, hein. Moi je prends pas les trucs comme ça genre qui traînent quoi. Alors ça m'avait interpellé. Je me dis, donc dans sa représentation à lui, il est naturel, mais en même temps, sa nature, ça doit être une nature genre aseptisée, artificielle quelque part. Comme si lui, en fait, il n'en faisait pas partie de cette nature. Et quand vous voyez beaucoup des êtres humains, enfin un certain nombre, quand on est des citadins, comme ça, bon, on est tous plus ou moins coupés quand même de la nature. Alors juste, le truc rigolo, c'est Monica... Entre toutes les séances où elle aurait pu venir, elle vient sur celle qui est dédiée à la nature. Et elle, c'est la grande environnementaliste. Donc c'est très drôle. Enfin voilà, une synchronicité, on va dire. Et donc en fait, bah, beaucoup d'êtres humains, on se coupe. On fait comme si, en fait, cette division, on a parlé du livre Nature et culture, hein, de Philippe Descola. Dans la tradition parfois occidentale, on a tendance à... Il y a la nature, il y a la culture. Il y a le corps, il y a l'esprit. Et puis les deux s'opposent. Oui, il y a ces deux choses qui sont différentes, mais ils sont liés ensemble. Ils sont intrinsèquement liés ensemble. Il y a une complémentarité de ces différents aspects-là. Et certains êtres humains, ben, on a l'impression qu'ils ont complètement oublié qu'eux aussi sont nature. Alors oui, ils sont humains, ils ont l'esprit, etc., mais ils ne sont pas une rationalité pure. Il y a leur cœur qui bat. On est un bout de nature vivante. Et de plus vous allez faire en fait le travail, que ce soit de Qigong, Tai Chi ou de yoga, bah plus en fait ces liens vont commencer à devenir conscients pour vous. C'est un peu comme quand tu dis ouvrir son cœur, c'est aussi prendre conscience de la nature qui est en nous. C'est ça. Et quand tu es dans la nature, c'est ça aussi. Tu prends conscience en fait que la nature en fait et nous-mêmes, ben, on peut réussir à en faire qu'un avec la nature. On peut réussir à s'harmoniser avec elle. On fait oui. Qu'un en fait. Faire partie d'elle-même et prendre conscience qu'elle est là, qu'elle est belle et qu'on peut se connecter avec elle sans... Bah, c'est bon quelque part tout ça, de pouvoir se connecter avec la nature. Ben, y a un philosophe que je ne sais pas qui c'est, mais c'est Adje qui m'a parlé de ce philosophe qui apparemment, lui, il a énormément inspiré dans son travail à lui. Il disait que bon, avec toute la destruction de la nature qu'on a de nos jours, il y a un peu le discours environnementaliste qui est en anglais « We have to protect nature because it is our duty ». Donc il faut que nous protégions l'environnement parce que c'est notre devoir. Et donc il y a un philosophe qui a joué un peu là-dessus. Il a dit « No, we should not protect nature because it is our duty,
but because of its beauty. Donc c'est pas, il faut pas la protéger parce que c'est notre devoir, mais pour sa beauté, parce qu'elle est belle. Et Ajay disait que justement, il a travaillé pendant des années. Regardez l'interview, hein, bon, elle est en anglais, mais si vous pouvez, de Ajay. Donc il raconte qu'il a travaillé pendant des années dans les organismes internationaux pour protéger la nature. Puis à un certain moment, il s'est dit, mais qu'est-ce qui change finalement? On fait des règles, on fait des trucs, etc. Mais qu'est-ce qui change? Et puis il a dit, ce qui est important, en fait, il faut qu'on change d'attitude. Mais l'attitude, tu ne vas pas changer d'attitude si c'est uniquement c'est un devoir et qui m'embête. Mais par contre, si toi tu es tout touché et que tu trouves ça beau et que tu aimes, là, il ne faut même pas te dire beaucoup, tu changes naturellement envers ça. Donc ça, je crois, c'est important. Donc ça, c'est un aspect. Mais après, j'irai plus loin, dans le sens que harmoniser avec la nature, c'est aussi comprendre comment elle fonctionne, cette nature. Moi, je suis quelqu'un, un peu de la campagne, mais je suis quelqu'un de ville à la base. Moi, j'ai passé mon existence plutôt dans le monde, on va dire, citadin. Je ne suis pas paysan, je ne suis pas éleveur. Enfin, moi, je n'ai pas été confronté, on va dire, à la nature pour vivre. Mais quand j'étais à Wutang, lors d'un de mes séjours, où j'ai passé 6 mois, donc en fait, notre école, en fait, en bas de la montagne, il y avait un gros chantier juste à côté qui s'était mis en place. Et donc moi, avec mes poumons, je ne pouvais pas. Et on n'arrivait pas encore à déménager dans l'autre école qui était dans la montagne. Donc en fait, je suis allé dans une autre école d'un des disciples de Maître John. Donc j'étais installé là-bas et puis je descendais pour apprendre et puis j'allais pratiquer là-haut. Et là, j'étais dans une petite maison qui était la maison d'un paysan. Donc en fait, il louait une petite maison et puis lui, il avait sa petite hutte à côté. Et donc du coup, pendant les 6 mois que j'étais là-bas, je voyais son organisation journalière. Et je voyais comment, avec les saisons qui changeaient, ses activités changeaient. Il y avait la fin d'été, automne, il y avait la récolte, il y avait les trucs, après il faisait sécher les graines, etc. Puis après, il commençait à faire un peu plus froid, c'était l'automne qui avançait. Alors là, tout d'un coup, c'était du bois, il n'arrêtait pas de hacher du bois, de couper du bois pour faire les réserves, etc. Et pour moi, c'était extrêmement intéressant de voir à quel point les rythmes, il y a des rythmes. Quand on est citadin, parfois ces rythmes-là, on n'en a même plus trop conscience, parce qu'on n'en vit pas. Et là, non seulement on est dans ces rythmes, mais aussi si vous ne faites pas gaffe aux rythmes, et que vous allez vous retrouver en hiver et que vous n'avez pas fait vos provisions et que vous n'avez pas pris votre bois pour pouvoir vous chauffer, vous serez vraiment mal. Donc il y a le côté, oui, la nature est belle, mais il y a aussi, il faut comprendre, si on veut s'harmoniser, il faut comprendre quels sont les équilibres de cette nature-là. Et il faut comprendre comment est-ce qu'on peut s'harmoniser avec cette nature-là. Donc petit à petit, moi, j'aurais envie d'approfondir encore un peu plus, on va dire, cette relation avec la nature. Mais c'est juste pour dire que parfois, il y a cette vision aussi idéalisée quand on est des citadins. Là, on est là, on est en ville, et puis on dit, il faut s'offrir à la nature, mais on voit toujours la nature, le côté un peu harmonieux, aseptisé, etc. Mais on n'a pas à vivre et à survivre dedans. Mais l'autre élément de la nature, c'est de s'ouvrir aussi à ça et de comprendre comment ça fonctionne. Un écosystème, comment ça fonctionne. Puis peut-être en comprenant comment fonctionne un écosystème, notre corps aussi, notre psychologie aussi, l'être humain que nous sommes, c'est aussi un écosystème. Donc à nouveau, on peut établir un certain nombre parfois de parallèles, dire tiens, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que ça m'apprend sur ce que c'est que d'être un être humain? Mais moi, je trouve que c'est quand même. Après, c'est mon avis personnel. Effectivement, j'ai vécu un peu à la campagne, mais ouais, si quand même. Mais en même temps, je trouve que si tu compares la nature à l'homme, je trouve quand même que c'est beaucoup plus. La nature, tu n'as pas de surprise avec elle. Parce que c'est beaucoup plus compréhensible en fait, la nature que l'homme. Quand tu dis quand je suis dans la nature, je sais pas, tout ça en hiver, faire ses provisions, tout ça. Après, face à un homme, des fois, il y a des choses qui sont incompréhensibles. C'est qu'on n'est pas. Des fois, les réactions sont différentes, tout ça. La nature, tu sais comment elle est. Tu sais qu'en hiver, il fait froid, l'été, il fait chaud, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de surprise, elle n'est pas traître, en fait, la nature. La nature,
Si tu déménages dans un... Quand j'étais... à un certain moment, il y avait une amie qui était à l'origine d'Afrique du Sud, mais je l'ai rencontrée à Londres. Et on parlait en fait de... Allez, avant de la raconter, je vais raconter moi ce que j'ai raconté à mes amis indiens. Je leur racontais en fait à quel point avec mon grand-père, on allait à la chasse des champignons dans la forêt. Et que c'était super chouette et qu'après on faisait nos champignons et que c'était vachement bon, etc. Et j'avais un certain nombre de mes amis indiens qui étaient super admiratifs, qui étaient waouh, mais vous êtes super courageux, ah ouais, etc. Puis moi j'ai dit mais bah non, tu sais, c'est la forêt, tu y vas et puis voilà. Et après, donc moi je comprenais pas pourquoi ils en faisaient un aussi grand plat. Je me dis bon, ils sont plutôt dans la ville, alors effectivement bon, ils connaissent peut-être pas la forêt, mais en même temps je veux dire c'est pas non plus un truc énorme quoi, de faire une petite randonnée. Et après, donc, on continue à parler, il me dit, oui, mais Christophe, mais en fait, mais comment vous faisiez pour gérer les tigres et les éléphants, etc. Je dis, bah, il n'y a pas de tigres, il n'y a pas d'éléphants. Mais par exemple, moi, je serais allé avec mon attitude là-bas dans une forêt pour aller chercher des champignons et que je serais tombé sur le tigre, bah, je peux te dire que j'aurais été vachement surpris. Et l'autre amie donc, d'Afrique du Sud, donc elle était à Londres, et elle avait le même genre d'incompréhension interculturelle. Il y a des amis qui l'ont invitée, ils ont dit bah, écoute, ce week-end, on va faire une petite randonnée dans telle forêt, est-ce que tu as envie de venir? Et elle a dit ah, bah, j'aimerais bien, mais écoute, mais là, j'ai pas tout l'équipement, enfin, bah, ça sera pour une autre fois. Mais quel équipement? Bah, elle, pareil, il y a toutes sortes de bestioles, de machins, etc. Donc, c'est genre, tu sais, il te faut ton kit de survie, ton machin contre poison, contre les morsures de serpents, contre, tu vois, etc., etc. Donc, est-ce que c'est pas surprenant? Enfin, quand tu connais pas l'environnement, il faut apprendre quel est cet environnement. À nouveau, quand toi, tu es un être qui vit dans cette nature-là, ben nous, on voit ils sont gentils, les petits oiseaux et machin, etc. Mais est-ce que pour eux, le fait à chaque moment, tu sais jamais quand est-ce que tu vas te faire bouffer ou pas bouffer par soit un autre oiseau ou un autre prédateur qui est là? Puis quand c'est l'hiver, tu sais pas si tu vas trouver à manger ou pas, etc. Enfin, tu es quand même dans quelque chose qui est prévisible dans le sens où il faut être sur ses gardes tout le temps. Et que si tu n'es pas sur tes gardes tout le temps, tu risques de ne pas survivre très longtemps. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, les êtres humains citadins, pour une grande partie, cette vigilance de base, on l'a pratiquement plus. Enfin oui, certains, on fait attention où on traverse les rues, etc. Mais on n'a pas l'impression d'être constamment dans une situation où il faut faire attention pour survivre. C'est ça que je veux dire. Mais voilà, maintenant les êtres humains, oui, c'est vrai que la diversité d'agir que peut avoir un être humain, elle est très vaste. Et il y a un très beau proverbe, je crois que c'était les Mohawks, c'était Robert Vachon qui m'avait parlé de ça. C'est les Mohawks qui disent chaque animal, chaque créature sait exactement qui elle est. Hein, un aigle sait qu'il est un aigle, un ours sait qu'il est un ours. Donc par rapport à ça aussi, quand vous les regardez, ils ont leur assurance. Hein. L'ours, c'est un ours. Et puis le cerf, c'est un cerf. Au moins, nous, on n'a pas conscience qu'ils ont vraiment des problèmes existentiels d'identité. Qui suis-je? Tu sais, voilà. Et le seul, en fait, qui ne sait pas qui il est, c'est l'être humain. Et alors, on peut dire, oui, mais alors c'est terrible. Donc, en fait, on est moins bien que les autres, puisqu'en fait, on est les seuls à ne pas savoir qui on est. C'est vrai. Donc il y a ce manque d'assurance, peut-être ce manque d'harmonie dès le départ, parce qu'on ne sait pas quelle est notre place. Mais en même temps, c'est parce que l'être humain, en fait, peut être beaucoup de choses que ça nous permet de voyager dans les différents aspects de la réalité. Hein, aussi dans la tradition occidentale, mais l'être humain, c'est celui qui peut, sur l'arbre de vie, on peut explorer tous les mondes. Chez les Chinois aussi, quand on pratique, qu'est-ce qu'on pratique? Le ciel, la terre, l'être humain est celui qui lie les trois. Donc les trois dimensions, il les lie. Et ce qui nous permet de lier, c'est justement notre capacité, notre liberté, on va dire, de notre conscience, qui nous permet
de décider avec quoi on veut s'harmoniser ou pas. Alors effectivement, ça rend les choses plus complexes que quand tu as un rôle, on va dire, qui est plus strictement déterminé. Est-ce que, Françoise, tu as pensé à nous... non, tu nous as complètement oublié, mais tu en as une ou deux de tes peintures sur l'eau? Tu sais, on avait parlé la dernière fois pour qu'on voit un peu... Ah, mais je ne sais pas si... Alors non, je n'ai pas préparé spécialement. Éventuellement, je peux vous montrer la dernière. D'accord. Ben, va la chercher et pendant ce temps, en fait, je vous relance la prochaine réunion parce qu'il doit nous rester 2 minutes. Donc comme ça, tu la cherches et pendant ce temps, en fait, j'éteins et puis je vous renvoie le lien pour la suite. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Alors, Françoise. Alors oui, ben, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que j'ai beaucoup travaillé sur des tout petits formats. D'accord. Et ce que j'ai de grand, justement, c'est rangé. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer. Et sur des choses dont je pense que ça ne va pas rendre, mais vous me direz si vous voyez quelque chose. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. D'accord. Ah, et là, c'est vraiment l'eau turbulente, là. Alors, bon, c'est pour ça. Au départ, c'est toujours complètement abstrait. Hein. Et en fait, il y a des moments où la figuration revient. Donc là, la figuration, elle est revenue très très fort. Je ne sais pas si je peux approcher encore. Si j'approche encore, vous ne voyez pas. Vous voyez pas. Parce que c'est devenu des montagnes, enfin des glaciers qui coulent, voilà, et qui tombent en chute d'eau. Alors, tu vois, ce qui est interpellant quand je... Bon, peut-être aussi c'est parce que la manière dont je le vois sur le petit écran, parce que moi j'ai que mon téléphone, tu vois, donc c'est... Et toi, tu es dans un des carrés du téléphone. Donc c'est pour ça que... Voilà. Mais la chose que... Oui, non, là, ça le fait moins. Mais quand j'avais pas, en fait, tout le pourtour, ça me faisait penser un peu à la coupe du Graal. Tu sais, parce que tu as un peu cette forme, tu sais, avec la lumière au milieu. Tu vois, c'était... donc, j'avais trouvé ça interpellant, tu vois, comme... parce que je disais justement que c'était un peu abstrait, donc on peut y voir autre chose que ce qui est figurativement dépeint. Alors, ben, là, c'est un grand format, mais c'est pareil, comme c'est... Je ne pense pas que vous allez voir grand-chose. Donc là, est-ce que je vois bien, c'est le ciel et les nuages au-dessus? Non, alors, c'est plutôt de l'eau. Tu sais, mon travail, c'est sur l'eau. Donc, c'est toujours de l'eau. Ben, les nuages, c'est de l'eau. Pardon, oui, mais là, c'est plutôt de l'eau. D'accord. Donc, de l'eau qui coule. Oui, ça peut être un fond marin. Dans la mesure où, de toute façon, il n'y a pas d'intention de figuration, si tu veux. Ce qui arrive, ça surgit certainement de l'inconscient. Et après, il y a soit on accepte ce qui vient, soit on s'y oppose. Alors celui-là, c'est encore un autre sur l'eau. Là, c'était un jour où il pleuvait. D'accord. Donc au départ, c'était très abstrait. Et puis, c'est devenu ma fenêtre. Voilà. D'accord. Et puis, sinon, attends, parce que j'ai beaucoup de petits formats et que j'organiserai en triptyque. Alors, ça, Mais quand tu dis que c'est le subconscient, c'est des choses que tu... Quand tu passes, c'est des choses que tu vois de la nature ou c'est des choses enfin que tu... Non, je pars de rien. D'accord. Je pars de rien. Et j'essaie d'arriver à rien.
mais à rien qui ne soit pas une reproduction de la réalité, mais qui soit une interprétation de ce que j'éprouve. Je ne sais pas, moi, par exemple, quand je suis arrivée à cette montagne avec les glaciers, c'est à la fois l'impression de se trouver très petit par rapport à la nature. Et ce que je voulais aussi faire ressentir, c'est le froid qu'on éprouve quand on est dans un lieu où il y a des glaciers. C'est avec la couleur. Donc voilà, je vous en montre quelques-uns, mais donc je pense que ça ne va pas être très explicite. Donc en fait, quelque part, c'est pas figuratif, mais donc en fait, tu essayes de te relier quelque part, entre guillemets, à l'intention de l'eau, c'est ça? Et puis après, tu vois ce qui surgit par rapport à ça dans ta peinture, c'est ça? Voilà, oui, voilà, je vous en montre voilà, des séries. Bon, par exemple, pour celui-là, je pense que c'est plutôt de l'air humide, mais c'est mon interprétation. Ça, c'est voilà, de l'eau, du mouvement sur l'eau. Ça, je le verrais plutôt comme un fond marin. Oui, là où c'est pour ça que ça m'avait interpellé la dernière fois, c'est que le tai chi, c'est vraiment c'est l'art martial de l'eau. Hein, et pour comprendre vraiment le tai chi, il faut comprendre un peu l'eau. Hein, c'est vraiment c'est essentiel. Pour toi, pourquoi tu as choisi cette thématique-là entre toutes les thématiques sur lesquelles tu aurais pu travailler? C'était venu comme ça ou il y avait un plan conscient de te dire tiens là l'eau ça m'intéresse pour telle et telle raison? Je pense que l'eau c'est plus mon élément. Voilà. Mais après, par exemple, pour celui-là, que je voyais comme le mouvement de l'eau, tu sais, je travaille avec un artiste et pour lui, c'était des montagnes. D'accord. Donc voilà, je pense que l'objectif, c'est justement d'essayer d'entrer en contact avec les autres par un discours qui n'est pas un discours de mots, mais un discours de ressenti, de sensation, alors qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Voilà. Donc voilà, j'en ai une grande série. Bon, après, il y a des fois, voilà, celui-là, je me suis amusée. Ah, c'est notre baleine d'Arcachon. Mais celui-là, il est un peu hors série, puisque justement, il s'approchait trop de la figuration. Donc, quand ça s'approche trop de la figuration, je fais un petit geste pour éliminer les choses. Et tu vois, là où je trouve que ta démarche rejoint vraiment aussi un peu cette démarche intérieure. Oui, quand on parle, ce qu'on parlait tout à fait au départ, des 5 éléments. Hein, je vous avais montré là, par rapport au yoga. C'est clair que quand vous êtes en train d'essayer de méditer sur la terre, sur l'eau, le feu, l'air, l'espace, vous n'êtes pas en train de figurativement méditer sur la terre. Enfin, si vous êtes assis sur la plage, c'est pas là-dessus que vous êtes en train de méditer en tant que tel. C'est la qualité. Quelle est cette qualité particulière? Quelle est la qualité de terre? Quelle est la qualité d'eau? Quelle est la qualité de feu? Hein, dans le corps humain, qu'est-ce qui dans votre corps est la qualité eau? Parfois, oui, on peut dire par exemple le sang qui coule, voilà. Donc là, on est la salive. Bon, là vous avez le côté eau qui est présent. Et qu'est-ce qui fait cet élément en vous? Puis l'air, hein, il est en quoi? La terre, ça serait en quoi?
et dans quelque chose qu'on est en train de faire. Tu parlais de la montagne ou l'eau. Hein. Montagne, ça serait un peu la terre quelque part, donc il y a une solidité. Dans notre pratique de tai chi, par exemple, elle est où cette solidité de la montagne? Et en même temps, elle est où la fluidité de l'eau? Et elle est où? Donc, vous voyez, donc c'est vraiment ces qualités qui sont qu'on explore en fait finalement. Et quand on parle, les Indiens, les Panchamahabhuta, donc les 5, on va dire les 5 éléments, il faut bien comprendre que c'est ces qualités qui après se manifestent pour eux à travers leur manifestation physique. Mais on n'est pas en train, quand on parle des Panchamahabhuta ou les éléments dans la tradition occidentale, on n'est pas en train de parler, quand on dit l'eau, on ne parle pas de l'eau qu'on a dans son verre ou dans la rivière devant soi. C'est le principe de l'eau qu'il faut comprendre. C'est le principe de l'air, c'est le principe. Et une belle manière de travailler, je crois qu'on l'avait fait un tout petit peu quand on a contemplé sur le catamaran. Donc vous avez déjà par rapport au chakra. Et en Ayurveda, d'ailleurs, la manière dont on va déterminer votre dosha, donc qui est un peu votre constitution fondamentale, c'est par rapport aux éléments. Hein, si vous avez Vata, Pitta, Kapha. Kapha, c'est surtout les qualités terre et eau qui prédominent. Si vous êtes Pitta, c'est le côté feu qui domine. Si vous êtes Vata, c'est le côté air, espace qui prédomine. Hein, donc c'est très explicite, c'est les différentes qualités en fait qui vont être prédominantes dans votre psychologie, mais aussi dans votre constitution physique. Et donc le travail, donc d'une part, vous l'avez par rapport donc au chakra, vous l'avez par rapport à votre, on va dire par rapport à votre verticalité, mais vous l'avez aussi par rapport aux organes des sens. Hein, par exemple, donc dans le système indien, on veut dire que la terre est liée à l'odorat, l'eau est liée au goût, le feu est lié à la vue, l'air est lié au toucher. Et l'espace est lié au son. Hein, donc là aussi, vous avez des manières de travailler qui nous permettent en fait d'explorer les différentes dimensions de ce qui nous constitue. Et puis de commencer à comprendre des correspondances, hein, ou de voir des correspondances entre des choses qu'on peut voir à l'extérieur de nous, mais puis qui résonnent aussi à l'intérieur de nous. Mais pour qu'ils puissent résonner en nous, il faut bien qu'il y ait capacité de résonance. Si c'était complètement étranger, on ne pourrait pas raisonner avec. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, tu fais un peu ce travail-là, toi, en essayant justement de ne pas faire figuratif, tu vois, mais d'être quand même, tu vois, dans cette intention de l'eau. Et puis, ce que tu nous as montré quand même des aspects différents de l'eau. Tu vois, il n'y en avait pas qu'un seul. Oui, et puis l'eau, alors pour Costan, c'est aussi, pour moi, c'est ce qui est toujours le point de départ de la vie. Et dans beaucoup de cultures, en tout cas de celles sur lesquelles j'ai pu me pencher un petit peu, l'eau, c'est une offrande. Et en Amazonie, par exemple, il y a beaucoup par exemple, chez les Indiens, on rend hommage à la terre-mère en lui offrant à boire. Et c'est une cérémonie très rituelle, très, très importante. D'ailleurs, si je vous ai oublié tout à l'heure, par contre, ce matin, j'avais cherché, je voulais vous l'envoyer, mais je ne l'ai pas retrouvé en entier. Il y a un dessin animé qui raconte un petit peu ça. Et donc, la déesse mère, c'est en Amazonie, c'est la Pachamama. Ça, c'est la terre, mais ça peut aussi se traduire par univers. Et Mama, c'est la maman. Et donc, tous les ans, au mois d'août, on creuse des trous dans la terre et on lui fait une offrande, alors soit d'eau, soit de bière, la bière qu'on prépare en Amazonie, soit même éventuellement d'alcool.
Il y a un beau livre, là, je l'ai aussi quelque part à la maison. Ben, c'est ça, c'est sur la terre-mère, hein, sur un peu Pachamama, mais vous avez ces représentations, la déesse, hein, de manière générale. Dans pas mal de traditions, vous avez vraiment, c'est la déesse, ben, qui est celle, en fait, qui manifeste, hein, qui manifeste toute la nature qui est autour de nous, qui est le principe créatif, en fait, qui fait que les choses puissent exister et vivre. Donc, bah c'est magnifique comme exploration. Et alors, toi, Alexandra, c'est quoi ton élément là qui t'attire? Ah, qui m'attire. L'eau, j'aime beaucoup l'eau. Et l'air aussi, j'aime beaucoup. Et Monica, ça serait quoi? Comment? Et Monica? La question en tchèque ou en anglais, s'il vous plaît. Which element do you especially like or feel affinity to? Like water or fire or air, earth? Non, j'aime beaucoup l'harmonie. C'est pour moi, c'est tous les éléments bien. Mais pour ma vie, j'ai préféré la montagne. La montagne, c'est l'élément de la steel. It's steel in Chinese or no? Oui, ça peut. Une manière de voir, c'est comme ça. L'autre manière de voir, ça c'est très important, hein, dans la pensée chinoise, c'est yin-yang. Donc, pour avoir un bon lieu pour travailler, il faut la montagne et il faut l'eau, hein, qui sont les principes de yin et yang. Et quand vous avez ça, c'est un peu l'eau et le feu. Une montagne, c'est un peu comme une flamme qui s'élève vers le ciel. Hein, quand vous avez une petite lampe et vous allumez la lampe, en fait, la cire, elle va fondre. Donc, pareil, vous avez l'eau qui est en bas, et en même temps, vous allez avoir la flamme, en fait, qui va monter. Donc, à nouveau, vous avez les deux, vous avez le côté horizontal, et puis vous avez la verticalité. Et donc, souvent, quand vous voyez dans les temples, pour qu'il y ait un bon feng shui, en Chine, on considère la meilleure chose, c'est que vous avez la montagne qui est dans votre dos, et devant, vous avez un espace d'eau. C'est aussi la montagne, c'est aussi le cycle de l'eau et le cycle de la vie. C'est vrai. Parce que dans la montagne, il y a les nuages qui vont donner la neige va couler, elle va descendre, elle va donner l'eau va aller vers la mer qui va s'évaporer, etc. C'est aussi ça que ça illustre la montagne. C'est vrai. C'est vrai. Et en Chine, vous voyez, vous avez aussi les éléments, on en a parlé tout à l'heure, et puis Monica y a fait référence, c'est vrai, parce qu'on est entre les éléments indo-européens et puis entre les éléments chinois, mais qui sont liés aussi aux saisons. Donc vous voyez, quand on pratique, en fait, nos pratiques de tai chi et de qigong, c'est très interpellant. Parce que souvent, en Inde, on va associer le côté droit avec le côté actif, on va dire yang, et puis le côté gauche avec le côté plus passif, yin. Mais en Chine, c'est l'inverse. Et pourquoi c'est l'inverse? Parce qu'en fait, comment se situe toute la vision du travail chinois? C'est par rapport à un être humain qui regarde le soleil. Et le soleil, il est où? Il est au sud. Donc on est toujours orienté, j'ai le sud, en fait, qui est devant moi. J'ai le nord qui est derrière, et donc dans ce cas, j'ai l'est qui est à ma gauche, et j'ai l'ouest qui est à ma droite. Et donc en fait, ma manière de me situer, donc le côté yang, il est sur ma gauche, et le côté yin, il est sur la droite. Et par rapport aux éléments, vous avez donc sur le côté gauche, donc le début, la croissance, vous avez le bois. Donc le bois est lié en fait avec le printemps, il est sur votre gauche. Puis après vous allez devant, c'est
c'est le feu. Hein. C'est l'été. Puis après, vous avez la terre. Alors parfois, elle est mise comme après saison, hein, de l'été, entre l'été et l'automne. Parfois, la terre, on la met au centre, hein, c'est votre centrage. Et puis vous allez en fait sur la droite, et en automne, alors c'est le métal. Et après, derrière, et en hiver, c'est l'eau. Hein, donc vous avez en fait les éléments qui sont liés à l'espace et qui sont liés aussi par rapport donc, au processus de l'année, hein, avec les différentes énergies de croissance, de venir à pleine maturité, puis après de retourner à l'intérieur de soi-même. Donc vous avez tout ce cycle en fait qui est compris dans les éléments. Et quand on est en train de pratiquer de Tai Chi, alors c'est intéressant, ça nous ouvre d'autres portes. Hein, Tai Chi, c'est quoi? C'est la pratique de... Oula! De l'eau. Oui, de l'eau. Et encore, la forme qu'on est en train de pratiquer, c'est quoi? Enfin, qu'on est en train de pratiquer avant qu'on était confiné. Oui, 5 plus 8. Voilà. Et 5, c'est quoi? C'est les 5 éléments. Hein, il y a les 8 trigrammes, pas quoi. Et à Wushin, il y a les 5 éléments. Et donc, en fait, les 5 éléments, donc les pakwa, ils sont liés en fait aux actions, hein, Pang, Lu, Chiyan, Pitsai, puis le coup, enfin, il y a les 8 activités. Et après, les 5 éléments, c'est surtout par rapport à devant, derrière, droite, gauche, et se centrer. Et là, à nouveau, tout d'un coup, il y a des portes qui s'ouvrent quand on commence à envisager un peu les choses comme ça. Mais en fait, ce qui est chouette dans la nature, c'est qu'on peut, parce qu'on dit l'eau, le feu, l'air, mais en fait, si comme Monica l'a dit, le principe, c'est de pouvoir s'harmoniser avec tout ça. Hein, c'est chouette en fait de se retrouver dans la nature, de pouvoir rester assis tranquillement et justement de pouvoir s'harmoniser avec tout ça. Et la nature, ce qui est beau dans la nature, et ce que j'adore, et on le voit beaucoup dans les traditions, alors Lucien, enfin, c'est au niveau de la santé, c'est qu'elle nous apporte aussi beaucoup si on fait vraiment attention, elle nous apporte vraiment beaucoup de choses pour notre corps, pour notre bien-être. Vous voyez, dans les pratiques chinoises là, de Qigong, souvent on appelle c'est nourrir la vie. Et comment est-ce qu'on nourrit la vie? C'est en s'harmonisant. Et puis c'est comme ça que petit à petit on nourrit, on s'harmonise. La médecine, on va dire traditionnelle indienne, s'appelle un des systèmes classiques, c'est l'Ayurveda. C'est la science de la vie. Et donc la vie, oui, bien sûr, notre vie, mais comment la vie fonctionne, hein, comment la vie s'harmonise. Mais aussi dans cette harmonisation, quand on a parlé là des 5 éléments, vous voyez la manière dont je vous les ai décrits, l'arbre, le bois, il alimente le feu. Le feu, ça donne de la cendre, ça donne de la terre. La terre contient le métal. Et le métal, quand il fond, c'est liquide, c'est de l'eau. Et l'eau, à nouveau, imprègne la terre. Donc vous avez le cycle, comment on appelle, d'engendrement. Un processus qui engendre l'autre processus. Mais en même temps, l'eau éteint le feu. Le feu fait fondre le métal. Le bois, le métal, vous pouvez... Coupe le bois. Comment? Coupe le bois. Peut couper le bois. Coupe le bois. Donc en fait, vous avez le cycle d'une part qui engendre, mais après aussi vous avez le cycle qui contrôle. Qu'est-ce qui permet de contrôler quoi? Et parfois, si vous avez besoin, par exemple, il y a l'aspect feu qui vous manque,
peut-être qu'il faut alimenter un peu le bois en vous pour qu'il y ait suffisamment de combustible. C'est une manière de faire. Ou alors peut-être si le feu est trop, faut peut-être mettre un peu d'eau pour calmer un peu le feu qui commence à incendier tout. Hein, donc en fait, c'est cette approche en termes d'éléments, elle est extrêmement... Et puis dans le travail avec un adversaire en combat, c'est la même chose. Donc quand il va attaquer une certaine stratégie, quelle est la stratégie qu'on va mettre en face? Hein, comment est-ce qu'on... Harmonisation, ce n'est pas uniquement aller avec. Hein, ça peut aussi être pour qu'on puisse être en harmonie. Parfois, il faut aussi qu'on enlève en fait ce qui est trop ou qu'on soutienne ce qui n'est pas assez. Hein, pour pouvoir en fait retrouver un équilibre. Et cet équilibre aussi n'est pas forcément le même par rapport à tous les êtres humains, hein, puisqu'on a tous notre constitution particulière. Et donc, il y a des personnes, moi j'en fais partie. Par exemple, on est plutôt, alors que je suis autrichien et tout, mais je suis plutôt frileux. Hein, donc, vous mettez dans un environnement chaud, je suis plutôt bien. Vous mettez vraiment dans quelque chose qui est froid tout le temps, etc. Moi, il faut que je prenne des précautions particulières. Alors que j'ai d'autres amis qui, au contraire, dans le froid, il fait 5 degrés, ils sont en short, etc. Ils sont bien. Mais par contre, vous les mettez un tout petit peu, même à 20 degrés, ils souffrent. Enfin, ils n'en peuvent plus à cause de la chaleur. Et la même chose par rapport psychologiquement. Il y a des personnes qui vont être très très bien dans un endroit, entre guillemets, chaud. Alors, il y a plein d'activités, alors ils vont être très à l'aise là-dedans. Mais vous les mettez dans un endroit un peu contemplatif, c'est pas possible pour eux. Et d'autres personnes, au contraire, ils vont vraiment être bien quand ils sont... Oui. Et donc, l'art un peu de comprendre un peu nos natures profondes, c'est de comprendre déjà comment ça fonctionne en nous et puis comment est-ce que nous, ça s'harmonise avec tout ce qui est autour. Et donc, parfois, moi, par exemple, comme je suis un peu frileux, moi, quand je suis dans les climats qui sont un peu froids, il va falloir que je compense. Donc, il faut que je m'habille plus. Il faut que peut-être par rapport à la nourriture, hein, manger des choses qui nous réchauffent plus, ou leur faire des exercices de respiration qui nous réchauffent. Et donc il va y avoir des choses que chacun d'entre nous, on va devoir adapter notre être dans la situation par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce que la situation est. Mais pour pouvoir faire ça, il faut connaître soi-même, il faut connaître aussi la situation. Oui. Parce que Alexandra disait que la nature nous donne beaucoup de choses. La nature, elle nous donne tout. Mais dans nos civilisations, on ne rend pas grand-chose à la nature. Par exemple, je reviens aux Indiens d'Amazonie, mais quand ils coupent un arbre, ils en replantent un jour. Alors que notre hyperculture nous a amené à couper beaucoup d'arbres et n'en replanter aucun. Il y a une personne que j'aime beaucoup, j'ai aussi les livres quelque part là chez moi, mais j'ai pas pensé à les sortir. Vous avez certainement entendu parler d'elle, Vandana Shiva, donc qui est une environnementaliste indienne. Et ce qui m'a beaucoup interpellé chez elle, ça fait des décennies déjà qu'elle travaille sur une nouvelle manière d'établir des relations avec la nature et aussi surtout par rapport à l'agriculture. Donc elle a même mené tout un combat un peu contre le monde agro-industriel, et essayer de revitaliser un peu on va dire l'agriculture plus traditionnelle. Donc ce qui est très intéressant, c'est que sa critique et ses conseils sont en même temps enracinés dans une vision du monde indienne. Donc c'est pas uniquement, on va dire, on est dans le paradigme moderne et puis on essaye de se positionner par rapport à ça en rejetant un, mais elle est enracinée aussi autre part. Elle dit, oui, mais il y a ces autres visions du monde, comme toi tu es en train de dire, on coupe un arbre, on replante un arbre parce que quelle est la cosmovision qui est derrière. Et à un certain moment, en fait, elle a fait une remarque dans un de ses livres qui m'avait vraiment à l'époque interpellé, et puis je me suis dit, ah oui, mais ça va loin, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Elle dit, l'agro-industriel, il est basé sur quoi ?
c'est que tu veux maximiser en fait tes récoltes pour maximiser le profit. Donc ce que tu veux, c'est que, il y a le maximum de choses qui poussent. Donc si tu peux avoir 2 ou 3 récoltes au lieu d'en avoir une, ben voilà. Et la deuxième chose, c'est que tu as envie d'avoir le moins de pertes possible. D'où les pesticides. Tu veux pas qu'il y ait des insectes, etc., qui vont manger en fait tes récoltes. Et c'est pour ça que tu vas développer aussi de manière génétique des plantes qui vont être résistantes en fait à ton pesticide, alors que les animaux, eux, ils vont pas résister. Et là, elle dit, mais il y a vraiment un grand problème. Ah oui, voilà, je suis de retour. J'étais parti un petit moment. Et donc elle dit, mais là, dans cette attitude, en fait, il y a un problème fondamental. Le problème fondamental, c'est quoi? C'est qu'on s'est posé en tant qu'être humain comme, genre si on était les seuls qui comptent. Alors qu'on est dans un écosystème. Donc si je cultive quelque chose, la souris qui habite aussi dans l'écosystème et les insectes qui habitent aussi, ils ont droit à leur part. On est aussi chez eux. Donc tu as le droit de cultiver, tu as le droit de prendre, mais il faut aussi que tu partages. Donc entre guillemets une perte de 1/3, enfin je ne sais pas en chiffres, mais d'avoir entre guillemets ce que nous on considère comme une certaine perte, c'est pas forcément perçu comme une perte dans une autre vision du monde. On dit, non, c'est normal. On partage l'espace avec ces autres êtres. Même on a défriché la forêt pour mettre des choses dessus, etc. Mais donc c'est normal que les fruits qui en sortent soient aussi partagés. Donc évidemment, il faut que ça reste, on va dire, entre guillemets, rentable pour qu'on puisse vivre. Mais n'empêche que, vous voyez, l'attitude n'est pas du tout la même. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait énormément interpellé parce que j'avais jamais envisagé la chose comme ça. Et je m'étais dit, ah oui, mais ça va loin. Et après, tout d'un coup, ça ouvre vers tous ces questionnements, dire, mais oui, mais à quel point, justement, on est en lien avec la nature? Et si on est en lien, qu'est-ce que ça signifie? Donc, qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce qu'on prend? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce qu'on donne? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à comment on s'harmonise? Qu'est-ce que ça signifie par rapport aux droits, on va dire, des autres formes vivantes, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit des écosystèmes, que ce soit la planète? Que ce soit dans beaucoup de traditions, vous avez tous les esprits invisibles qui habitent le monde. Il y a un très beau livre qui s'appelle Le chaman et l'écologiste. Je pourrais vous donner la référence, pareil, je l'ai là quelque part. Et l'auteur, en fait, parle, je crois que c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande, sur un projet de développement. C'est comme ça que la chose a commencé. Donc il y a un projet de développement, je crois qu'ils veulent percer pour le gaz naturel ou quelque chose comme ça. Et ils sont obligés, en fait, de parler avec les populations locales, on va dire avec les aborigènes, avec les peuples autochtones qui habitent sur place. Et donc, en fait, il y a la discussion. Et les autochtones disent, non, vous ne pouvez pas percer là, parce que si vous percez, alors je ne me rappelle plus exactement, mais ces gens-là, vous allez percer la colonne vertébrale du dragon. Vous ne pouvez pas, vous allez le tuer. Donc en fait, vous allez tuer tout le lieu, en fait. Enfin, vous allez tuer le dragon, mais en même temps, vous allez tuer donc, toute cette nature qui est animée par ce dragon qui habite. Et ça, c'était complètement inaudible pour les scientifiques et pour les développeurs modernes. Qu'ils on veut bien faire du dialogue avec les autochtones, on est même obligé maintenant de faire, parce que c'est gouvernance participative, puis analyse d'impact, etc., etc. Mais après, on se dit, on les a écoutés, mais maintenant, on passe aux choses sérieuses, quoi. Leurs histoires, là, je sais pas, de dragons dans le paysage. Je crois que c'est en Irlande qu'ils ont aussi les petits gnomes et elfes, et apparemment, c'est tellement fort dans leur... dans la psychologie, qu'il y a certains endroits où en fait on voulait construire des routes et puis ils les ont pas construites là pour pas déranger certains des esprits en fait chthoniques qui habitent. Donc c'est juste pour vous dire, donc même on parle du monde visible, mais dans beaucoup de cultures il y a aussi même d'autres êtres. Et d'ailleurs même en Europe, on va dire dans le feu il y a les salamandres, puis dans l'air c'est les sylphes, c'est ça, et puis dans l'eau c'est les ondines, et dans la terre c'est les gnomes. Donc on dit, il y a tous ces êtres aussi qui habitent là. Mais alors, est-ce qu'eux, ils ont un droit? Ils n'ont pas de droit? Qu'est-ce que... Oui, ça peut aller très très loin quand on commence à
à s'ouvrir, donc là ça fait le lien avec ce qu'on a parlé la dernière fois, dans un véritable dialogue. Au départ, vous n'avez même pas pensé, et puis vous entendez ça la première fois, vous dites mais non, mais attendez, mais c'est n'importe quoi, enfin c'est franchement, soyons un peu sérieux là quand même, tu vois. Et petit à petit, vous commencez à vous rendre compte que vous avez des cultures entières, des communautés entières, dont toute la manière de vivre, d'interagir en fait avec leur environnement, etc., est fondamentalement imprégnée par cette vision-là et va s'exprimer dans la manière justement d'interagir. Et donc là, ça peut nous enrichir énormément si on se met à l'écoute et qu'on ose se remettre en question. Oui. Je crois qu'au départ, c'est présent dans toutes les cultures. Seulement, la culture dominante qui se dit scientifique ne veut que du visible et du mesurable. Donc c'est ce qui a fait qu'on a éliminé toutes ces choses. Mais si on se penche sur des légendes qui ne sont pas si anciennes, qui remontent par exemple, on veut dire avant le XVIIe siècle, c'est présent aussi dans notre culture. Tout à fait. Tout à fait. Et je vous dis, l'exemple que je vous ai donné, je crois, c'est en Irlande. Je crois. Mais je risque de dire la connerie, ça se trouve, c'est en Islande. je suis terrible, donc je m'excuse par rapport à ceux qui ne le sont pas. Mais là, c'est des exemples contemporains. Hein. Là, je ne suis pas en train de parler même d'il y a très très longtemps. J'étais tombé là-dessus, en fait, quand je travaillais sur les questions de développement durable. Et donc de différentes manières d'envisager la nature. Et donc j'étais très interpellé de voir que dans l'Europe développée, moderne, voilà, il y avait certaines décisions qui avaient été prises sur la construction, je sais pas, d'autoroutes ou de parkings ou de choses comme ça, où on prenait en compte que, ah non, mais là, attention, il y a ces petits êtres invisibles, il ne faut pas les déranger. Hein. Et donc, comme c'était encore suffisamment présent, on va dire, par rapport au lieu où le projet se faisait, on a préféré quand même ne pas le faire. Mais donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est de dire, cette dimension, vous voyez, c'est ça qui est beau dans les différentes explorations qu'on peut faire. Ces dimensions, elles sont là. Elles peuvent être plus ou moins brimées, elles peuvent être plus ou moins mises de côté. On peut même être plus ou moins honteux d'admettre qu'il y a certaines dimensions qui nous touchent parce que c'est pas ce qui est à la mode ou ce qui est courant dans la culture dans laquelle on est. Hein, donc on se sent tout d'un coup un peu... préfère pas trop en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces différentes dimensions existent. Et la question après, c'est de voir comment est-ce qu'on on se centre. Hein, comment est-ce qu'on se centre par rapport à ça? Comment est-ce qu'on s'harmonise par rapport à ça? Comment est-ce que ça peut, finalement, comment ça nous donne une vision plus complète de ce qu'on est. Et quand on dit de ce qu'on est, oui, notre microcosme, connais-toi toi-même, sur le fronton du temple de Delphes, c'est ce qui était marqué, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers, tu connaîtras tout. Mais donc il y a vraiment cet horizon qui a une certaine clé, qui est d'explorer cette hypothèse du microcosme et du macrocosme. Et donc comme vous l'avez, toute la médecine chinoise, elle est basée là-dessus. La médecine ayurvédique, elle est basée là-dessus. Les médecines traditionnelles là en Europe, pareil, c'était basé là-dessus. La question de l'astrologie, dans le sens de comprendre les rythmes dans lesquels on est. Comment ça se fait que toutes les cultures du monde se sont intéressées à ça? Des Chinois aux Mayas, enfin dans le monde entier, vous aviez cette observation des étoiles et de cet ordre et des processus et des rythmes qui se mettent en place et dans lesquels on s'inscrit. Donc voilà. Donc malheureusement là à nouveau il y a le temps qui va terminer, mais je trouve que c'était pas mal de faire un peu comme ça un tour d'horizon, donc qui n'était pas très entre guillemets scientifique, dans le sens qu'on n'a pas pris une idée qu'on a argumentée de A à Z, mais juste d'ouvrir un peu ces différentes portes pour éveiller en fait des sensibilités pour nous dans nos différentes pratiques. Et de se dire que quelque part tout ça c'est présent dans ce qu'on est en train de faire. Et puis selon les
les intérêts des uns et des autres. Donc en fait, voilà, donc on a été coupé en plein milieu, mais on était déjà en train de terminer. Donc voilà, donc c'était juste, j'ai un peu perdu le fil parce qu'il fallait relancer la réunion. Mais donc c'était juste pour explorer un peu plus, pour ouvrir des portes que pour donner des réponses en fait en tant que telles. Hein, c'est de faire prendre conscience que l'être humain, on est bien plus vaste que ce que souvent on pense être. Hein, parfois on est tellement, comment dire, la tête dans le guidon, hein, par rapport à tout ce qu'on doit faire, les choses qu'on doit s'occuper, puis on doit travailler, puis on doit s'occuper de ceci et de cela, que parfois la dimension beaucoup plus vaste de ce que c'est qu'être un être humain, en fait, on la perd parfois de vue. Et la nature, quelque part, elle peut nous aider à nous rappeler, hein, ne serait-ce que par rapport à ce sentiment de communion qu'on a parfois quand on marche dans la nature, à quel point la vie, elle est vaste. Hein, c'est une grande plénitude à découvrir, si on se met un tout petit peu à l'écoute. Voilà. Donc, merci à vous. Et je suis particulièrement touchée, Françoise, que tu as ton inconscient quelque part, tu vois, nous a quand même rappelé à toi. Voilà. Allez, donc une très très bonne fin de semaine et à la prochaine. Oui, et merci à la nature. Oui. Merci d'être belle. C'est vrai. Merci à l'univers. Envoie le lien vers c'est un petit morceau du dessin animé Pachamama. D'accord, avec plaisir. Tu te le mets sur WhatsApp? Oui, ok. Super. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Merci.